Alors, donc, je vais commencer tout de suite et je vais essayer de bien respecter le temps qui m'est imparti de 40 minutes, si je ne me trompe pas. Euh, donc, comme vous l'avez mentionné, alors là, je vais vous parler de travaux. Alors, le travail principal que je vais vous présenter, c'est le livre, effectivement, Trahir et venger, paradoxe des récits de transfuges de classe. C'est la couverture que vous voyez en bas à gauche qui a été coécrit avec Karine Abivin. Mais de fait, on l'a sorti il y a un an, donc c'est intéressant pour moi de vous en parler maintenant parce qu'il a été enrichi par tous les retours qu'on a pu avoir avec des collègues, toutes les discussions qu'on a pu avoir et tout, effectivement, les projets de recherche collectifs qu'on a organisés avec des collègues de différentes matières, notamment en littérature, en sociologie, en linguistique. Vous voyez là les affiches des séminaires qu'on a fait. Un qui était plus sur la perspective internationale, qui va effectivement sortir très vite. Là, c'est le 19 juin, normalement, dans la revue Contexte et qui sera accessible en ligne. Donc, voilà, j'espère que ça permettra la circulation des travaux. Et vous avez euh, deux manifestations actuelles. L'une, Traduire Ernaud, perspective socio-stylistique, à laquelle ont participé des personnes présentes dans la salle ici avec vous, qui a eu lieu tout récemment à l'Université d'Orléans, et puis une journée d'études transfuge translingue, donc avec d'autres collègues, hein, notamment Sarah de Balcy, Clara Ciné. Alors, vous avez dit pourquoi vous-même vous avez travaillé sur les récits de transfuge, pourquoi Karine et moi on a envie de travailler dessus. Déjà parce qu'on a observé tout simplement une explosion d'un terme, transfuge de classe, même si je reviendrai sur la concurrence du terme avec d'autres, puisque c'est aussi l'objet du colloque. Euh, une explosion du terme et un terme qui vient d'abord des sciences sociales. On a retracé dans le livre l'histoire du terme. Et puis, qui a fini par irriguer le débat public de manière assez surprenante pour un concept issu des sciences sociales. Et qui dit succès du concept dit aussi une manière de se saisir du concept subjectif. Mais d'abord, c'est l'explosion d'un mot. Et puis, avec l'explosion d'un mot, l'explosion d'un récit qui va avec ce mot et qui est à la fois reconnaissable et différent, c'est-à-dire qu'il se décline de différentes manières. Il peut avoir notamment des orientations politiques différentes. Il apparaît dans différentes sphères de discours et en même temps, c'est des récits très reconnaissables. Quand on en lit, on se rend compte à quel point ils se ressemblent vraiment beaucoup. Même, alors déjà dans le corpus français, mais même quand on sort de ce premier corpus-là. Et pour être tout à fait honnête, moi je trouvais qu'il y avait, alors je vais être vraiment honnête, euh, un décalage entre la surproduction universitaire qu'on pouvait avoir dessus, parce que comme vous le disiez, ça intéresse aussi beaucoup notamment les étudiants, et tant mieux hein, pour les sujets de master, et le manque de recul critique universitaire et médiatique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, je vais être honnête encore une fois, on ne faisait pas notre travail dans le sens que beaucoup des commentaires étaient paraphrastiques et descriptifs. Et on peut comprendre pourquoi, pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce sont souvent des récits qui vont intégrer leur propre métadiscours et leur propre analyse. Voilà, Ernaud, c'était une prof de français. C'est quand même des gens qui très souvent sont familiers aussi du milieu de la critique universitaire ou journalistique. Donc souvent, on propose une, et bien entendu, c'est très intéressant de la prendre en compte, ça fait partie du récit déjà, et puis l'avis de l'auteur, de l'autrice peut bien sûr nous aider à comprendre le récit, mais euh, comme pour tout discours, je pense qu'il faut avoir un recul critique par rapport à ça. Et je pense aussi qu'il y a des raisons sociologiques à ce manque de recul critique, tout simplement parce que, je reviendrai dessus, mais les récits de transfuges les plus connus, les plus présents, et ce qu'on appelle récits de transfuges, sont des récits de parcours sociaux de gens qui très souvent intègrent ce qu'on peut appeler une bourgeoisie intellectuelle et notamment médiatique et universitaire. En gros, c'est nos proches, c'est nos collègues, donc c'est nous-mêmes quelquefois. Donc ça va sans doute aussi pas aider à avoir ce manque de recul critique et universitaire. Voilà, quand Annie Ernaux a eu le Nobel sur France Culture, il y avait des sociologues interrogés et les réactions n'étaient pas très sociologiques, c'était des réactions d'émotion par rapport au Nobel d'Ernaud, à l'obtention du Nobel et des félicitations. Et bien entendu, ça peut se comprendre aussi, hein, mais mais ça fait perdre, à mon avis, ce recul critique. Donc, ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait essayer d'éviter aussi avec Karine Abivin. On n'avait pas envie de participer à la course à dire quels seraient les bons et les mauvais transfuges, quels seraient les vrais et les faux transfuges. Alors, bien sûr, on apporte et on rappelle certaines définitions sociologiques, mais on avait l'impression que c'était surtout ça, en fait, hein. Voilà, par exemple, Adrien Azelli, toi, tes parents, ils font quoi? C'est par exemple
donner des critères. Très souvent, il y a des contestations. Il y a plusieurs types de contestations des récits transfuges, du succès du récit transfuge. Je dirais qu'il y en a deux principales. Il y a la question de l'intersectionnalité que vous avez mentionnée. En gros, ce ne serait pas une analyse assez fouillée des dominations. Et il y a cette question aussi de la contestation du statut de transfuge. Tout le monde est plus transfuge que l'autre. Mhm. Voilà, Neige Sino qui mentionne le fait qu'elle est surprise dans Tristotique du fait qu'apprendre que les parents d'Ernaud étaient des petits commerçants, parce que pour elle, les petits commerçants, c'est ceux qui peuvent mettre sur l'ardoise, c'est les bourgeois. Philippe Gillin, écrivain, ancien amant d'Ernaud, dont elle parle dans Le Jeune Homme, qui vient de sortir un livre, Mauvais élève, dans lequel il conteste aussi en disant que lui est un vrai transfuge, lui, il vient vraiment de milieu populaire, et lui, il a été mauvais élève, donc lui serait un vrai transfuge, contrairement à Arnaud. Voilà, ça c'est une des contestations actuelles du récit transfuge. L'autre, c'est la contestation, on va dire, intersectionnelle. Nous, on a eu envie de se mettre ni dans l'une ni dans l'autre, je dirais. La contestation intersectionnelle, elle a bien entendu ses intérêts, mais à notre avis, elle n'interrogeait pas, elle vise à enrichir le récit plutôt qu'à questionner les limites du récit en tant que tel. Donc, en tout cas, nous, on n'allait pas se mettre dans la question des bons et des mauvais, des vrais et des faux, parce que déjà, on n'a pas envie d'avoir une optique morale et de hiérarchie, et on voulait interroger un phénomène plus général, même si certains exemples de prolétarisation de ces origines sont grotesques. Se focaliser sur ces exemples, c'est ne pas interroger pourquoi ces récits nous plaisent tant en général, et pourquoi il y a peut-être un aveuglement de l'auto-analyse sociale en général. On ne voulait pas avoir une perspective morale et surtout, on n'est pas là pour juger des personnes, des parcours, ou pour interroger des récits selon une méthodologie d'analyse du discours. On est toutes les deux en linguistique et en stylistique, Karina Bivin et moi, et ce qu'on voulait, c'est interroger la cohérence discursive de ces récits, ce qu'ils disent par rapport à ce qu'ils nous disent qu'ils disent. Prendre un peu de recul par rapport à ce métadiscours et interroger ce métadiscours non pas à l'aune d'une morale ou même d'une réalité sociale, mais à l'aune de la représentation du récit lui-même. On voulait rester dans l'analyse du récit. Et pour nous, ça nous permettait d'éviter certains écueils affectifs ou moraux grâce à cette méthodologie. C'est aussi l'intérêt de travailler à plusieurs. Voilà, Karine et moi, on n'avait pas forcément les mêmes avis. Et d'en discuter peut aider aussi à prendre du recul. Et puis, c'est aussi pour ça qu'on a fait tout ce travail collectif et qu'on continue à le faire. Et nous, on a choisi, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas forcément le cas de votre colloque, d'éviter le contact direct avec les autrices auteurs des récits. C'est-à-dire que, d'abord parce que la plupart du temps, c'est des gens qui ont la parole, donc c'est pas leur enlever que de ne pas la prendre en compte. Et puis là, c'est un choix de voir aussi que c'est difficile d'analyser, d'objectiver quelqu'un, et encore plus difficile quand la personne peut nous devenir proche pour beaucoup de raisons politiques, sociales, etc. Et donc, on a choisi d'interroger ce qu'ils disent, mais pas de les faire participer. Pour redéfinir les récits transfuges de classe tels que nous les définissons, Karine Abivin et moi-même, alors l'idée est de bien différencier récit de la mobilité sociale et récit de transfuge de classe, avec l'idée qu'il y a toujours eu des récits de la mobilité sociale euh, de diverses manières. Nous, ce qu'on va appeler vraiment récits de transfuge de classe, c'est des récits contemporains. Euh, voilà, à partir à peu près de la place d'Ernaud, même s'il y a des précurseurs, bien sûr, à la première personne ou de focalisation interne, d'inspiration très autobiographique qui raconte un parcours social censé être assez spectaculaire et ascendant, je reviendrai sur ce point, qui est reconnaissable avec des étapes narratives types, un vocabulaire type, des illustrations types. Typiquement, ça commence souvent par la mort ou la maladie du parent, le retour au lieu de l'enfance. Il y a des étapes obligées comme le passage par l'école, les péripéties, le malaise et la honte sociale, avec très souvent un schéma narratif où finalement les difficultés observées sont dépassées, ça se termine assez bien, et voire ça se termine souvent avec l'écriture du livre. Même si c'est pas toujours le cas. Le vocabulaire type, certaines formules qu'on va retrouver, des variations sur trahir et venger, c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi en titre, venger sa race, la honte d'avoir eu honte, formule qui vient de Camus mais qui est reprise à l'envie. Et des illustrations de type, il y a même une familiarité des couvertures avec notamment des images d'enfance qui très souvent sont reproduites. Ce qui fait aussi le, la familiarité, le côté commun de ces récits, c'est l'importance des affects négatifs. C'est cette originalité, sans doute par rapport à des récits plus classiques de Self-Made Man,
C'est l'idée d'un parcours social ascendant, mais qui va être lié à des affects négatifs, euh, la honte, le sentiment d'imposture, l'habitus clivé, qui font écho aux connotations du terme traître dans le terme de transfuge. Autre particularité de ces récits, c'est le fait d'allier l'intime et le politique, avec l'idée d'allier un parcours, un récit de soi à la première personne ou avec une focalisation interne, à un discours social et politique général. Et là encore, on a l'équilibre de l'expression transfuge de classe, avec un peu le personnel, l'affectif, avec le mot transfuge et classe qui renvoie à cette optique plus générale. Alors, en un mot, nous, on s'est focalisé sur un corpus extrême contemporain, avec l'idée que, et on interroge, là je vais pas avoir le temps de vous en parler, je pense, mais la tendance à l'anachronisme, la tendance plus ou moins contrôlée, pour reprendre les mots de Jérôme Nézot, par exemple de vouloir faire de Rousseau un transfuge, mais ça peut aller carrément jusqu'au contresens, à faire par exemple de Rastignac, de Balzac un transfuge, alors qu'il n'a absolument rien de transfuge, dans le sens il réussit complètement grâce à son nom et à son capital social, contrairement à Lucien de Rubempré, Lucien Chardon de son vrai nom, qui justement ne réussit rien du tout. Et je trouve ça particulièrement frappant, par exemple, il y a, j'en dis vraiment juste un mot, mais l'établi de Linhart qui parle d'un militant Mao qui va s'établir en usine, et ça n'a rien de transfuge, c'est pas la première personne, il n'y a pas de question d'être clivé entre deux mondes, il n'y a pas de question de honte, et de toute façon, il n'y a pas de question de sentiment personnel à la première personne, parce que pour l'auteur, c'est bourgeois, hein, tout simplement. Et l'adaptation cinématographique récente qui, pour le coup, en fait une réinterprétation à la sauce transfuge, puisqu'on a bien ces deux mondes, cette culpabilité, la question de l'identité, etc. Je passe sur ce point. Alors, sur le débat terminologique, bon, je pense que vous le connaissez bien. Euh, il y a la question du terme transfuge de classe avec ses connotations transfuge traître. Il y a eu Chantal Jacquet, la philosophe, qui a proposé le terme transclasse, qui avait l'intérêt d'enlever la connotation de transfuge suggéré, un fuir de traître, et qui avait aussi l'intérêt de montrer quelque chose en mouvement et pas quelque chose peut-être d'achevé de bas en haut. Il y a le sociologue Paul Pasquali qui a proposé migrant de classe pour aussi montrer ce mouvement. Bon, on pouvait reprocher la métaphore au terme, mais en ayant réfléchi avec Arina Bivin et avec des collègues, notamment un collègue sociologue, Cédric Hugret, qui est spécialiste des classes sociales, euh, de la mobilité des classes sociales, je me permets de vous conseiller vraiment l'entretien avec lui qui va apparaître dans la revue Contexte en juin. On se demande si c'est pas un faux débat terminologique, parce qu'en réalité, beaucoup des auteurs disent ah là là, j'aime pas les connotations autour du terme de transfuge, mais en réalité, ils le reprennent. Beaucoup vont contester le terme transfuge, mais ça fait partie d'un passage obligé du récit de le reprendre pour le contester. Et on comprend très bien pourquoi, parce que c'est un mot lié à des affects. Et vu que ce sont des récits qui vont mettre en scène des affects, pour les discuter, les dépasser, etc., bah, le but, en réalité, n'est pas d'enlever le mot qui contient ces affects. Au contraire, je pense que c'est pas un hasard si c'est transfuge qui l'emporte d'un point de vue numérique par rapport à transclasse, parce que l'idée n'est pas de se débarrasser de ces affects. L'idée est de montrer dans le récit comment on s'en débarrasse, mais pas du tout les interroger. Mais moi, je me demande s'il ne faudrait pas déplacer le terme de débat terminologique en se demandant si, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de mots pour dire la mobilité sociale et qu'on va tout mettre dans le même sac en disant transfuge de classe et que typiquement, c'est peut-être aussi pour ça qu'autant de personnes se réclament du terme transfuge alors que bah, la mobilité sociale paraît, ce paradoxe-là que vous connaissez aussi entre le fait de que tant de personnes se réclament du terme transfuge alors que la crainte sociale la plus répandue, c'est celle du déclassement, et alors que l'immobilisme social paraît de plus en plus fort. Comment ça se fait, si c'est censé être une exception, que tant de personnes s'en réclament? Bah, peut-être parce que dès qu'il y a mobilité, mouvement, différence sociale, tout simplement par rapport aux générations précédentes, eh ben, on va mettre le mot transfuge parce qu'il n'y a pas assez de termes. Cédric Hugré, du coup, en propose d'autres pour dire les petites mobilités sociales qui sont les plus fréquentes. Donc, on va tout de suite dire transfuge. Et puis, il faudrait peut-être des termes aussi pour dire les différentes mobilités sociales, parce que j'y reviendrai aussi, quand on dit transfuge de classe, en réalité, on ne parle pas de mobilité sociale en général. On parle d'une mobilité sociale ascendante, spectaculaire, vers le milieu intellectuel, très fortement. Donc peut-être qu'en réalité, c'est moins la question des connotations, puisque le récit littéraire va forcément jouer avec ses connotations, que cette question-là de la pertinence, de la justesse terminologique.
Alors, je passe parce que j'ai un long PowerPoint. Ce qui nous intéressait aussi avec Karina Bivin, c'était le fait que ces récits deviennent des véritables récits de société, notamment parce qu'ils circulent dans des sphères différentes. La sphère littéraire, la sphère sociologique, la sphère politique, la sphère médiatique, un peu les récits communs. En fait, on peut compter un petit nombre de corpus de livres, de récits publiés, mais pour bien saisir comment le récit de transfuge de classe devient un récit de société contemporain, il faut voir la manière dont il circule sur différentes formes et divers supports. Alors déjà, il y a aussi corpus cinématographique, musical, etc. Mais l'idée que ce soit à l'oral, à l'écrit, sous forme de récits complets, sous forme de fragments, à la radio, par exemple, il y a plein de mini-récits de transfuge. Dans les pages de témoignages du monde, il va y avoir un mini-récit de transfuge. On va retrouver certaines étapes, certaines formulations. C'est aussi ça, cette diffusion, enfin, minime, diffractée, qui fait le récit contemporain. Et ça devient un script médiatique qui est proposé, en tout cas en France, très régulièrement aux invités pour analyser un parcours, pour analyser une œuvre. Ça devient vraiment un récit disponible, un script disponible. Alors, les enjeux de notre livre, les questions qu'on s'est posées, pourquoi ce récit a-t-il un tel succès, auprès de qui? Qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit pas de la mobilité sociale? Comment une même forme peut circuler dans des espaces géographiques aussi différents? Ça, c'est pas dans le livre, c'est plutôt dans les colloques qu'on a fait avec les collègues. Quitte à avoir des discours politiques eux-mêmes très différents, parce qu'en France, actuellement, on observe un déplacement de la sphère de discours. En gros, pour résumer à la SERP, ça passe d'une sphère de discours, on va dire l'avant-garde littéraire et universitaire très marquée à gauche, à une mainstreamisation du récit vers des discours de plus en plus communs, avec des récits de politique, de journalistes, des récits par exemple dans les stand-up, ce genre de choses. Et ce déplacement va avec un déplacement aussi politique, avec un récit qui naît très à gauche et qui devient de plus en plus libéral, méritocratique, voire franchement de droite. Ça a été le cas très récemment. Et on peut se demander aussi quel est l'avenir, donc, du coup, de récits de transfuge de classe, aussi bien d'un point de vue esthétique et politique. Et pour ça, la comparaison internationale, bien sûr, est très intéressante. Notre livre s'appelle Trahir et venger, paradoxe des récits de transfuge de classe. Alors, pour vous présenter certains de ces paradoxes, je vais essayer d'en développer quelques-uns, mais je vais respecter le temps, donc je verrai ce que j'ai le temps de vous dire ou pas. Voilà, plusieurs paradoxes. La question du genre du récit. Ce qui fait à la fois l'intérêt et le questionnement de ces récits, c'est leur caractère hybride. Le fait que ce sont des récits de soi qui vont emprunter aussi bien, très souvent, à la littérature, à l'autobiographie, à la sociologie. Et ça peut poser la question de l'horizon de réception et des critères de jugement. À quelle aune on les lit, selon quels critères, selon quel jugement. Et très souvent, les auteurs ne sont pas très clairs eux-mêmes par rapport à ça. Juste pour vous dire un exemple très rapide, quand Didier Ribon avait dit Retour à Reims, c'est qu'il avait eu des attaques enfin, sur certaines choses qui disaient, en gros, on lui reprochait de dire, de peindre la classe ouvrière comme raciste, sexiste, homophobe. Il disait, mais je ne dis pas la classe ouvrière en général, je parle de mon expérience, de ma famille. Mais en même temps, c'est Didier Ribon. Il est sociologue, il parle aussi en tant que sociologue. Est-ce que c'est pas juste un récit autobiographique? Dans l'autre sens, quand Édouard Louis a écrit Pour en finir avec Eddie Bellegueule, un de ses premiers récits peut-être qu'assez particulier, qui est le plus contesté, dans une réception qui a été assez polémique aussi. Pour le coup, quand il y a eu du fact-checking de journalistes qui sont allés dire mais il dit des choses inexactes là, sur tel ou tel membre de sa famille, il a répondu en disant mais en fait il n'a pas été clair sur est-ce que c'était une autobiographie ou de la fiction. Et puis il a dit, non, mais en réalité, je prends en fait, je fais des idéotypes. Donc l'idéotype, c'est une notion de sociologie de Max Weber, qui est censée être une notion heuristique et pas vraiment descriptive. Mais vous voyez, en gros, c'était un peu l'inverse. Pour le coup, pour dire, là, l'argument n'était pas assez d'autobiographie. L'argument, c'était, enfin, en gros, j'opère un grossissement avec une légitimité sociologique. Donc voilà, ça nous pose la question de comment on les lit, selon quels critères. Est-ce que c'est le critère de la sincérité personnelle et c'est le critère de l'élargissement sociologique? Ne serait-ce que ça, c'est pas la même chose. La question, un paradoxe, voilà, enfin, de toute façon, le paradoxe sociologique est un peu au cœur, mais je reviendrai plus en détail sur les paradoxes sociologiques. La question politique, l'intérêt de ces récits, effectivement, c'est d'aborder la politique via la question de l'intime. Ça peut nous poser quand même aussi plein de questions. À la fois, ça a l'intérêt d'incarner des questions politiques. À la fois, ça met beaucoup ces questions politiques sous l'angle du ressenti, de la violence symbolique.
ce qui peut avoir des limites par rapport au fait de dénoncer ou de représenter des violences plus générales. Surtout, quelque chose qui m'a posé question, c'est le rapport au présent et au passé. Parce que est-ce qu'on peut faire un récit politique qui est entièrement tourné vers le passé? Ce sont très souvent des récits qui ne vont parler des classes populaires qu'au passé, parce elles sont pas dans le présent du transfuge. Elles sont liées à la famille, aux parents qui souvent sont morts ou malades. Les usines sont toujours fermées. Est-ce qu'on peut faire un récit politique, un récit qui très souvent se dit très politique, révolutionnaire, quand on parle d'un monde qu'on a quitté, et puisqu'on l'a quitté, on a tendance à le montrer comme passé, alors que c'est pas du tout forcément le cas. C'est pas tous les récits transfuges qui font ça, hein. Certains arrivent à avoir une originalité par rapport à ça. Je pense à Nassira El-Mouadem, qui est journaliste et qui a écrit un récit en mode Les filles de Romorantin, elle revient chez elle, l'usine est fermée, mais elle arrive à lier ça à des luttes présentes, les gilets jaunes, en France, les luttes de femmes de chambre, l'hôtel Ibis. C'est quand même assez rare. Donc c'est quand même déjà assez particulier. Pareil, hein, c'est des récits. Transfuge va très peu parler du monde présent, du monde de l'édition, du monde littéraire. On n'a pas le décryptage sociologique des prix littéraires, de ce genre de choses. Ce serait intéressant pourtant. C'est assez particulier ça aussi. Est-ce qu'on peut vraiment renverser les hiérarchies sociales si on ne parle pas du milieu d'arrivée, si on parle que du milieu d'origine? Certes, on rend justice au milieu d'origine et on le représente. Si on ne parle pas du milieu d'arrivée, c'est aussi une question à poser. Le rapport à la, enfin, je passe hein, rapidement, mais on en discutera si vous voulez. Le rapport à la forme littéraire, ça c'est très intéressant aussi, je trouve, parce que les récits de transfuges vont très souvent se dire vouloir faire exploser la littérature traditionnelle, ne pas entrer dans ces canons, et en même temps, quand on y réfléchit, on voit à quel point on retrouve certaines formes traditionnelles. Par exemple, le roman de formation, par exemple, même le conte de fées, qui est vraiment un schéma mobilisé explicitement, par exemple, dans certains Édouard Louis. Ça va avec la question de la langue et du style, puisque très souvent, il y a un rapport à la langue, au style aussi assez ambigu, en disant rejeter une certaine langue pour des raisons politiques, une certaine langue dite littéraire, et en même temps, en ayant une forte difficulté à se détacher de la notion de style comme légitimant. Pose aussi la question, cette langue de la parole, du porte-parole, quel point on peut avoir un porte-parole autoproclamé. Euh, de manière plus générale. Je voulais vous dire un mot des paradoxes plus sociologiques. Voilà, la première chose, le premier paradoxe, c'est comment ça se fait qu'on a des récits qui sont censés nous peindre un destin sociologique exceptionnel dans lequel se retrouvent autant de personnes. Ça, c'est quand même le paradoxe de base. Si c'est censé être exceptionnel, comment ça se fait qu'on soit autant à s'y retrouver? Euh, il y a la question du fait de la définition objective et subjective, que très souvent, c'est des récits qui vont nous proposer, alors plus ou moins selon les récits, mais des définitions subjectives. Moi, ce qui m'a surtout frappé, dans le rapport à la sociologie, c'est le fait que je vais essayer de développer un peu ces points, un des récits qui est à la fois nourri de théories, de concepts sociologiques, beaucoup ont très bien dit Bourdieu, mais donc on va avoir la théorie, on va avoir les concepts, mais ça va s'éloigner des enquêtes, des résultats empiriques sociologiques. Donc c'est un rapport à la sociologie particulier. C'est un récit qui va aussi dénoncer, alors ça dépend des récits. En gros, il y a des récits méritocrates assumés et des récits très anti-méritocrates. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux nous font le même genre de représentation. Les deux, c'est quand même très souvent, de fait, une représentation méritocratique de quelqu'un qui passe par l'école, qui s'en sort quand même plus ou moins par son travail, par ses efforts. Et il y a une tension du corpus sur ce point. Entre ceux, il va y avoir un décalage justement entre le métadiscours et la représentation, et ceux qui vont avoir une cohérence là-dedans. Après, on ne vise pas forcément la cohérence, hein. Et puis, c'est un récit qui ne représente, il faut bien s'en rendre compte, qu'une mobilité sociale, intellectuelle et ascendante, et non la mobilité sociale en général. Il y a un effet de biais. On peut se demander d'où viennent ces paradoxes. Est-ce que c'est un malentendu de réception? Par exemple, c'est ce que nous disent très souvent les auteurs au sujet de la méritocratie, en mode disant, mais je ne veux pas être pris pour exemple. Ne me prenez pas comme exemple de méritocratie. Pourquoi les journalistes font toujours ça? Moi, au contraire, je dénonce la domination, les reproductions sociales. En fait, s'il y a tellement ce paradoxe, cette réception méritocratique, pourquoi? Il y a plusieurs interprétations possibles, hein. Peut-être parce que l'idéologie méritocratique est très forte et qu'effectivement, c'est elle qui infuse le plus dans les médias qui vont la replaquer. Et peut-être aussi que ça vient du paradoxe du récit lui-même. Est-ce qu'on peut vraiment représenter le parcours de quelqu'un qui s'en sort par l'école, par exemple, par ses efforts, et dire n'en concluez rien? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Est-ce que si on veut représenter la domination sociale, il ne faudrait pas représenter la domination sociale? Est-ce que vraiment c'est un paradoxe de la réception
ou est-ce que c'est un paradoxe du récit lui-même? Pour les biais de ces récits, de quelle mobilité sociale parle-t-on? Ça, je pense qu'il faut aussi bien s'en rendre compte du fait que c'est un type de mobilité sociale, intellectuelle. Je vous ai mis par exemple Tony Vérel, qui est un footballeur. Ça a été un peu étudié, ça, les footballeurs ne sont jamais euh, qualifiés de transfuges de classe. Alors que quelquefois, c'est des mobilités sociales, pour le coup, très fortes, ascendantes, spectaculaires, mais elles ne passent pas par l'école. Et on dirait que transfuge de classe, c'est un peu un terme réservé à une bonne mobilité sociale, entre guillemets, intellectuelle. Pareil, je vous ai mis l'ouvrage de Jules Naudet, Grand patron, fils d'ouvrier. Donc, Jules Naudet, un sociologue qui parle à un grand patron qui a une mobilité sociale économique. Et c'est intéressant parce qu'il se dit, tiens, pour lui faire parler, je vais lui faire lire Ernaud. Et il lui fait lire Ernaud, et l'autre dit, mais moi, je ne m'y retrouve pas du tout, ça ne me parle pas, cette chose-là. Enfin, moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Et ça nous montre aussi peut-être notre biais à nous, que ben, on se dit mobilité sociale, transfuge, un type de récit. Mobilité sociale ascendante, intellectuelle, torturée. En oubliant qu'il y a plusieurs types de mobilité sociale. Les récits de transfuge de classe ne sont pas forcément faux, mais ils vont mettre la focale sur un type de mobilité. Peut-être aussi pour des questions romanesques, hein, ça se lit mieux, hein, des histoires de péripéties de plus ou moins torturées. Donc ça, je pense qu'il faut bien le retenir. Sur la question, là je redonne un peu des exemples sur les points dits avant, hein. La marginalité qui devient mainstream. Annie Ernaux qui disait, on est des millions, des milliards sans doute à vivre ce passage d'un monde à l'autre. Si on est des milliards, est-ce qu'on est encore transfuge? Ça donne des phrases comme Laura Adler à Nicolas Mathieu, une manière d'ausculter le français moyen, la française moyenne que nous incarnons toutes les deux. Laura Adler, c'est France Culture. Nicolas Mathieu, c'est Goncourt. C'est pas des français moyens, hein. Je passe un petit peu parce que mon temps est compté, mais en fait, il y a cette question de la définition subjective du transfuge de classe. Donc, je prends l'exemple de Mai Wen, qui va dire, qui est une actrice, hein, dont les deux parents sont nés dans le milieu du cinéma, qui va dire qu'elle ne se définit pas transfuge de classe en termes de prolétariat de bourgeoisie. Claire Marin, qui est une philosophe, qui va mettre sur le côté du subjectif. Bon, on a des exemples qui peuvent toujours être un peu étranges, mais en général, est-ce qu'un récit de soi sociologique est vraiment possible? Est-ce qu'on peut vraiment s'objectiver? Est-ce que ça ne va pas entrer forcément en concurrence avec des modèles romanesques d'héroïsation de soi? Ça renvoie à des débats plus généraux, mais là je passe parce que je pense que vous les connaissez, sur la mobilité sociale réelle ressentie, sur les critères, etc. Mais pour revenir sur un autre paradoxe que je vous disais, à la fois théorie, nourrie de théories sociologiques et s'éloignant de certaines démonstrations empiriques sociologiques, voilà, les récits, la plupart du temps, c'est nourri de références sociologiques. On cite Bourdieu. On cite l'habitus clivé de Bourdieu, la place Ernaud, le fait d'être déchiré entre deux. On va mettre en scène la violence symbolique, on va avoir un vocabulaire sociologique. La violence sociologique, la violence symbolique, je vais passer aussi un petit peu pour pas trop parler. Euh, on a le vocabulaire de la domination. Je vous ai mis un extrait d'Ernaud, par exemple, dans Une femme à propos de sa mère. En feignant de se considérer comme une employée, elle transformait instinctivement la domination culturelle réelle de ses enfants en lisant Le Monde ou écoutant Bach en une domination économique imaginaire de patron à ouvrier, une façon de se révolter. Bon, là, on a quand même très très bien expliqué, hein. Enfin, ça, c'est vraiment une analyse socio et on reconnaît des termes assez précis en termes de domination et de capitaux qui renvoient aussi aux analyses de Bourdieu. On a, je passe parce que ça, c'est ce qui est le plus connu, hein, l'autosociobiographie, l'élargissement de soi au général. Donc, on a tout ça qui est très nourri de sociologie. Et en même temps, de fait, on a un récit qui est distinct des enquêtes empiriques sociologiques. Par exemple, tous ces récits-là vont quand même beaucoup mettre l'accent sur un habitus clivé, déchiré, la place, le fait de ne pas avoir sa place dans la ligne de Bourdieu, d'Hogarth, d'Ernaud. Et ça va complètement aller contre des études contemporaines, notamment menées par Paul Pasquali, qui montrent que la mobilité sociale, elle peut être heureuse, que l'adaptation, elle est souvent, si ce n'est facile, du moins, elle se fait, en gros. Elle se fait, c'est ce que montre Fabien Trump, qu'il peut y avoir des moments, et Paul Pasquali, qu'il peut y avoir des moments d'adaptation, des moments assez difficiles, mais Fabien Truong prend l'exemple du cheval à bascule, qui, comme un enfant, qui apprend à trouver son équilibre. Trouver son équilibre, ça peut être comme un jeu d'enfant et c'est pas forcément dramatique. Peut-être que le récit de transfuge, encore une fois, c'est intéressant, va mettre l'accent, va prendre des éléments vrais, mais peut-être parce qu'il se prête plus au romanesque, mettre l'accent sur ces moments-là et leur donner une place très forte. Et ça pose une question un peu vertigineuse sur ensuite pour nous les interprétations des expériences, que ce soit les nôtres ou celles des autres. Est-ce que voilà,
quand on a un récit qui va mettre l'accent sur certains moments de vie, la focale sur ces moments-là, si après nous on les remarque plus, est-ce que c'est parce qu'on les vit plus, parce qu'ils sont plus importants que les autres, ou c'est parce qu'on est plus habitué à les repérer, à les reconnaître? Ça, je pense que c'est important de bien réaliser qu'on se définit aussi et qu'on interprète aussi par rapport à des récits qui circulent, et que ces récits, c'est forcément des choix, et que c'est forcément donc des focalisations sur certains éléments. Et il y a cet effet d'intérêt et de limite aussi, vous voyez, des étiquettes et des récits. À la fois, ça nous permet de nous reconnaître, de comprendre notre expérience, et à la fois, en quelque sorte, ça peut aussi la biaiser. En tout cas, biaiser notre interprétation, ou en tout cas limiter notre interprétation. Je me demande vraiment si l'auto-analyse sociologique est possible, parce que même quand c'est fait par des sociologues, Rosemary Lagrave, Didier Ribon, il y a quand même pas mal de points très contestables. Même Rosemary Lagrave, qui avait mis, donc vous voyez son ouvrage, qui avait mis en place une vraie méthode d'auto-analyse sociologique avec des enquêtes, des entretiens et tout. C'est quand même assez intéressant de voir qu'elle la quitte à un moment, et notamment quand elle entre à l'EHESS, quand elle franchit ce cap-là. Donc l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, à peu près, avec un rapport à l'institution qui devient un rapport assez enchanté, et une incapacité à vraiment dire ce que c'est être récit de transfuge au présent. Didier Ribon, Retour à Reims, je pense que c'est un ouvrage absolument fondateur, mais qui a aussi voilà, des limites très fortes dans l'auto-analyse sociologique. Je pense que s'objectiver soi-même, c'est quand même vraiment difficile. Je passe un petit peu, enfin, mais sur le fait que c'est distinct des enquêtes empiriques sociologiques, je vous ai mis un extrait de Grand Ensemble qui est sur Grigny de Fabien Truong et Jérôme Turc, qui donne par exemple des exemples de plein de petites mobilités sociales. Hassan a créé une entreprise d'assistance réseau informatique, Silla dans l'import-export, Adama, magasin d'ustensiles, Samy, éducateur sportif, Tonton Vicage, contrôleur de fabrication, Fares, dépanneur ascensoriste. Ces parcours rappellent que quand elle existe, la mobilité sociale emprunte des trajets bien moins spectaculaires que ceux peuplant les récits de transfuges de classe ou les épopées méritocratiques mises en avant dans les discours politiques. On ne voit pas vraiment ces récits-là représentés, racontés. Et ça, c'est aussi un paradoxe des récits de transfuges de finalement ne représenter qu'une mobilité sociale et pas celle la plus étudiée et présente dans les enquêtes empiriques sociologiques. Puis il y a aussi quelque chose qui est un gros paradoxe, vraiment un gros paradoxe qui m'interroge dans les récits de transfuges de classe, c'est le fait de ne pas mettre en scène les institutions qui les permettent, même dans les récits se disant très antilibéral, très méritocratie. Ernaud ne met jamais en scène des collectifs, même dans les combats, par exemple, féministes autour de l'événement, c'est jamais mentionné. On met en scène quelquefois des individus qui ont aidé, mais très rarement des collectifs. On n'a pas, là, par exemple, ce qui nous est cité, là, les associations, les clubs sportifs, les lieux de culte, les services municipaux, le mouvement hip-hop, ce genre de choses. Très généralement, d'ailleurs, c'est assez paradoxal. On a des auteurs qui peuvent être très engagés dans leur vie extra-littéraire, extra-discursive, mais qui vont pas mettre les luttes en scène dans leur récit. En tout cas, pas souvent. Ça dépend encore une fois, le corpus est vaste et hétérogène. C'est pas toujours le cas. Typiquement, Qui a tué mon père d'Édouard Louis, il y a une mise en scène de ces luttes-là, mais voilà, je parle de la majorité. Alors rapidement, très rapidement, parce que j'ai pas beaucoup de temps sur la question de la méritocratie, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Bon, je ne fais pas de bilan sur la méritocratie. J'imagine que vous connaissez toutes, sinon tant pis, on en reparlera à un autre moment. Ce que je veux faire remarquer, c'est justement cette divergence entre métadiscours et discours. C'est compliqué, même pour les récits qui se disent antiméritocratiques, d'échapper à la représentation méritocratique. On a quelque chose qui est assez fort dans les récits transfuges, c'est la prétérition. Le fait de dire qu'on ne va pas dire, mais de le dire quand même. Et on a un bel exemple dans Changer méthode d'Édouard Louis. Je déteste les récits des enfants sauvés par les livres et les bibliothèques, je les trouve naïfs. Qu'est-ce que c'est cette première partie de phrase? C'est j'ai bien lu Bourdieu. Je sais bien que l'idée que l'école fonctionne comme ascenseur social, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais la seconde partie de la phrase, qu'est-ce que c'est? Mais je dois le dire, ces deux femmes, Stéphanie Morel et Pascal Bounois, ont fait partie de celles qui m'ont sauvée. C'est intéressant quand on trouve le terme sauver. C'est pas aider, hein, sauver. Sauver, ça va renvoyer vraiment à une vision tout de suite assez romanesque hein, de l'enfant sauvé par le prof très en mode Camus et son instituteur. C'est pas une analyse vraiment de l'institution et du rôle qu'elle peut avoir. Je trouve on a vraiment cette tension-là dans cette phrase-là. Et généralement, on a une divergence entre discours et métadiscours dans la question de la dimension politique. On avait mis en titre de notre ouvrage Haïr et venger.
parce que c'est ce qui est mis en scène dans les récits. Une suspicion de trahison qui se termine par une vengeance, finalement. C'est la honte d'avoir eu honte. La première honte, c'est une honte sociale qui entérine les hiérarchies sociales. La seconde honte, ce serait une honte politique, avec au contraire le fait de refuser ces hiérarchies sociales, de refuser cette première honte. Et, euh, ce serait la vengeance par le récit. Ça, c'est ce que nous dit le métadiscours. Quand on regarde les représentations du récit, en fait, c'est très souvent beaucoup plus soft que ça. C'est très souvent plutôt l'image du cadeau qui est mobilisée. La trahison, finalement, elle est assez symbolique, hein. Elle, c'est d'être allé dans un domaine culturel assez différent. On est très loin des romans des années 30, type colonisant, où la trahison, concrètement, c'est l'ancien fils d'ouvrier du passer du côté des contremaîtres, des ingénieurs et de briser les grèves. C'est pas le même type de trahison. C'est pas le même type de vengeance non plus. La vengeance, encore une fois, ça dépend, par exemple, qui a tué mon père d'Édouard Louis, c'est particulier, mais sinon, c'est quand même d'offrir un récit, c'est quand même l'image du cadeau. Donc, est-ce que c'est vraiment trahir et est-ce que c'est vraiment venger? Prenez Rue du Plessis, ma petite noirceur, ça se termine l'apothéose pour, en recitant Ernaud, venger un peu ma race. C'est quand même le fait de dire, de remettre en question l'appellation études supérieures. Voilà, c'est une vengeance sociale qui reste assez symbolique, assez minime. On n'est pas dans le côté, dans certaines représentations de vengeance sociale de livres des années 30, d'aller 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 renverser l'ordre social établi. Et c'est pas une critique, c'est une constatation. Moi, je pense qu'on peut faire des très bons livres qui ne sont ni révolutionnaires ni même politiques, mais c'est une constatation entre le décalage, entre le métadiscours souvent très politique du récit avec des images. La littérature est un sport de combat, l'écriture comme un couteau, l'écriture est politique, venger sa race, et la réalité des représentations qui sont bien plus des conciliations. Alors, j'avais envie de vous dire plein d'autres choses, notamment sur la langue, mais je n'ai pas le temps et j'ai pas envie de vous faire commencer vos journées en vous mettant en retard, parce que moi-même, j'aime pas quand les intervenants font ça. Donc, je vais vous faire défiler mon PowerPoint. Non, pour que vous voyez un peu tout ce qu'on aurait pu dire. Bon, en gros, ce que je voulais dire sur la question de la langue, de tous les choix de langue, l'écriture plate d'Ernaud, vous connaissez ça. Pour aller tout de suite au paradoxe, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois le décalage entre une attention sociolinguistique, quelquefois vraiment extrêmement subtile, notamment dans Ernaud, contestable dans d'autres œuvres, notamment le côté un peu qui vont entrer dans certaines des ornières que, que Carnot voulait éviter, notamment par exemple dans dans un éloge d'une langue populaire qui est finalement un peu un privilège de dominant. Est-ce que c'est un rapport à une langue populaire esthétisée? Est-ce que c'est pas un privilège de dominant? Mais ce qui me frappe un peu, c'est plutôt le décalage entre cette attention sociolinguistique qui est très intéressante et très forte, qui apprend la langue comme politique, et une posture quelquefois, enfin, de la d'autodéfinition du rapport au style, qui est pas du tout sociologique. La fameuse citation d'Annie Ernaux, hein, l'écriture plate me vient naturellement, celle-là même que j'utilisais en écrivant autrefois mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles. Alors, le naturellement, c'est très paradoxal pour une lectrice de Bourdieu. Et là, bon, je passe vraiment très très vite, mais il y a une mise en scène stylistique, une posture stylistique qui est bien entendu à remettre en cause, parce que bien sûr, Carnot n'écrit pas ses ouvrages comme elle écrivait des lettres avec ses parents. Je pense pas qu'elle leur faisait des brouillons pendant des années d'écriture. Mais il faut bien voir ça comme une mise en scène. Je vais très vite, mais on a aussi étudié avec Karina Bivin le paradoxe de la posture hostile, le fait que très souvent, au début de leur carrière, les transfuges veulent rejeter la notion de style parce que liée aux classes dominantes, liée à une certaine idée dominante, la littérature, mais que c'est un peu impossible pour eux de durer dans la posture d'écrivain en rejetant le style qui est quand même très légitimement. Donc Ernaud elle-même a changé un peu dans son rapport au style et c'est assez intéressant, Édouard Louis qui refusait même l'écriture plate, l'écriture blanche, en disant que ça c'était concept bourgeois, qu'il faut complètement rejeter la notion de style, qu'il faut crier, tout en se réclamant de qui? De Marguerite Duras. C'est paradoxal ça aussi de se réclamer de Duras pour rejeter la notion de style. Je passe un peu dessus, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qui le rejette paradoxalement, ceux qui sont le plus reconnus pour leur style, ceux qui sont écrivaines, écrivains comme Ernaud et Louis en plus contester la notion de style. Les autres, les politiques, les sociologues, c'est peut-être un peu leur moment, le récit
de soi d'essayer de faire du style. Rosemary Lagrave qui avait envie d'aller vers la poésie, c'est peut-être encore une fois ceux qui ont la légitimité qui peuvent plus s'en passer par rapport à ça. Voilà, je passe, hein, mais sur cette question de le refus de faire du style, là j'ai mis un extrait de Lise Wajman, qui est une collègue qui parlait de ce refus de faire du style, comme si la véridicité était indexée sur une mise à nu de la langue, comme si l'écriture factuelle ou documentaire n'avait pas aussi ses codes, comme si cette écriture qui se revendique comme marginale n'était pas en passe de devenir une nouvelle norme littéraire. Là, c'est le gros paradoxe d'un récit qui se définit comme marginal au départ, sociologiquement, stylistiquement, et qui devient mainstream. Enfin, vraiment pour terminer, je voudrais quand même qu'on s'arrête sur cette question de comment penser le paradoxe. On a, je pense que le corpus des récits des transfuges de classe, là je me suis concentrée, je suis navrée que sur quelques exemples par manque de temps, hein, mais il a cet intérêt d'être à la fois hétérogène, pluriel et d'avoir ces enjeux qui reviennent. Le fait qu'il y ait tous ces paradoxes dans les récits de transfuges, ça fait aussi leur intérêt. Est-ce qu'il faut penser le paradoxe comme une limite, comme un échec, voire comme un mensonge, ou au contraire comme ce qui va nourrir le récit? En tout cas, ce qui est frappant, et je vais vraiment m'arrêter dessus, c'est le fait que les récits qui sont les plus cohérents, ils sont assez limités. Typiquement, sur la question de la méritocratie, on a certains récits un peu de politique, de journalistes, qui vont être très cohérents entre leur langue et leur manière de parler, leur parcours et leur discours, en mode moi je l'ai fait, donc d'autres peuvent le faire. Mais généralement, ils s'en tiennent là. Ça fait un récit, ça fait pas une œuvre. Alors que les récits les plus paradoxaux, les plus, voilà, ceux qui sont plus dans ces paradoxes, ils ont aussi conscience, notamment très souvent, de ces limites, de ces critiques, et ils essayent un peu de les corriger ou de les faire bouger d'œuvre en œuvre. Il y a le renouvellement du corpus par l'approche intersectionnelle, il y a le renouvellement aussi par une sorte de correction, notamment chez Édouard Louis d'œuvre en œuvre ou même chez Ernaud. Donc le paradoxe, c'est peut-être une limite, mais c'est aussi peut-être ce qui permet de pas juste faire récit, mais de faire œuvre. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie.